Bonjour Serge Brigaud, merci de nous recevoir dans ce haut lieu du traitement de surface. Bonjour. J'ai noté que vous travaillez aussi bien l'acier, le zamac, mais votre spécialité, ça a l'air d'être plutôt le plastique. À 90%, c'est le plastique. Et dans le plastique, deux principaux matériaux que sont l'ABS, ce qui veut dire, c'est un mot aussi technique, mais on est dans les métiers techniques, ce qui veut dire acrylonitrile-butadiène styrène, et des polypropylènes spéciaux, ce sont des polypropylènes chargés. On traite également plusieurs types d'ABS. C'est la majorité des produits que nous traitons, c'est 90% de ce que nous faisons. Un petit peu de zamac, enfin du zamac, et quasiment peanuts, mais vraiment quand je dis peanuts, ça fait peut-être un an qu'on n'en a pas traité d'acier, donc on traite quasiment pas d'acier. Le métal qu'on traite en petite quantité, c'est exclusivement du zamac, donc un alliage de zinc. Alors tout ce qui est plastique, justement, la clientèle, c'est qui? Alors, nous avons deux types de clients. Nous avons essentiellement les clients de l'injection plastique, qui sont plus que des injecteurs plastiques, ce sont on va le dire d'une manière un peu automobile, ce sont des ensembliers, c'est-à-dire que ce sont des gens qui nous envoient des pièces à traiter, parce que la particularité de Grain d'Orge, c'est que nous ne sommes qu'une entreprise de sous-traitance, nous ne faisons que ça, nous n'avons pas de produits propres. Donc tous les produits arrivent chez nous, nous les traitons et nous les renvoyons à notre client. Nous faisons ce qu'on appelle du traitement de surface électrochimique à façon. Nous sommes des façonniers, c'est des termes qu'on emploie. Donc la grande majorité de nos clients, ce sont des injecteurs de grosses ou moyennes ou petites sociétés qui nous confient ces pièces à traiter et qui, elles, vont faire ou non quelque chose dessus. Bien souvent maintenant, elles vont faire quelque chose dessus, elles vont les assembler, elles vont faire quelque chose pour l'expédier au client final, que comme vous avez pu le constater, Chanel, Hermès, Dior, Saint-Laurent, Calvin Klein, enfin on a un très très large panel de clients indirects. C'est-à-dire que le donneur d'ordre n'est pas Chanel. Notre donneur d'ordre n'est pas Chanel. En plus, on a une philosophie qui est assez simple. Notre client, c'est celui que nous facturons. Donc, alors à côté de ce marché qui représente 85% de notre activité, il y a 15% restant pour lequel on travaille pour le parfumeur direct. Ce sont bien souvent des plus petites sociétés qui peuvent être quand même non négligeables en termes de chiffre d'affaires et qui travaillent essentiellement à l'export. Ce sont des gens qui sont venus chercher le Made in France. Et donc, elles vont nous confier des produits à traiter. Et là, on va, entre guillemets, discuter directement avec le parfumeur. Et quand on regarde justement le panel, on est assez étonné. Il vous manque quelqu'un ou vous avez pratiquement... Non, on a pratiquement tout le monde, mais il faut savoir, et c'est le nerf de la guerre, il faut savoir que nous sommes sur un marché qui est concurrentiel. Aujourd'hui, des entreprises comme les nôtres en France sont peu nombreuses, on est peu d'acteurs, mais par contre, nous avons une concurrence étrangère qui est virulente, et en particulier italienne. Et cette crise Covid dont on parle, elle a affecté plutôt l'aéronautique, l'automobile. Là, vous l'avez senti Ah oui, alors très clairement, si vous voulez, j'ai été, je ne le suis plus depuis la fin de l'année dernière, je ne suis plus le président du syndicat qui s'appelle l'UITS, Union des industries et technologies de surface. Je l'ai été pendant de nombreuses années, et j'avais toujours pour habitude à dire à mes collègues du traitement de surface que nous sommes vraiment comparables. Dans tous les chiffres, ça s'est avéré vrai. On est vraiment comparable aux industries de l'aéronautique, puisqu'on a baissé notre chiffre d'affaires en 2020 de 40%. Donc, si vous voulez, on ne parle pas de 10% de baisse, on parle d'une baisse énorme, très importante. Donc, l'impact Covid chez nous a été fort, et vous allez tout de suite comprendre, il y a eu une paralysie quasi totale dans le monde, puisque nos produits vont évidemment dans le monde, par nos clients, ils vont dans le monde. Vous allez acheter un parfum de chez Hermès, aussi bien à San Francisco qu'à Paris, qu'à Moscou. Tous ces métiers-là, toute cette activité-là a eu un coup de frein énorme par l'arrêt total des aéroports et des avions. Il ne faut pas oublier ça. Comme les fameux duty-free, ce qu'on appelle le travel retail, a été complètement stoppé et repart tout doucement, pour la plupart, pas encore redémarré. Donc si vous voulez, toutes ces ventes qui se font dans les aéroports, vous savez
comme chacun, maintenant, pour prendre l'avion, il faut s'y prendre 2 heures à l'avance parce que sinon, on rate. Oui, c'est l'occasion rêvée de. Voilà, donc on traîne et puis on fait une emplette pour son épouse, pour sa maman, donc tout ça s'est arrêté. Bon, c'est un chiffre très important. On a du mal à connaître le volume exact, mais c'est un chiffre qui est très très significatif. On ne parle pas de quelques pourcents, on parle de plusieurs dizaines de pourcents. Donc les circuits de redistribution, bien entendu, vont évoluer comme toujours. On a eu, et c'est tant mieux, depuis donc pour être clair, l'année 2020 s'est soldée par une perte, comme nous avons été depuis très longtemps, puisque Grindorge est né en 1929, pas moi. Nous avons été toujours extrêmement prudents et nous avons toujours constitué des réserves. Et donc, si vous voulez, cette crise ne nous a pas fait demander un PGE ou des aides particulières, etc. On a traversé la crise parce qu'on a une trésorerie qui est forte. Et fort heureusement, mais en 2020, nous avons perdu de l'argent, c'est très clair. Et fort heureusement, à partir de 2021, nous avons retrouvé un volume plus grand, parce que c'est le volume qui nous a manqué. Nous avons retrouvé un volume plus grand, et depuis le début de l'année, nous ne perdons pas d'argent. Je me suis promené un petit peu sur votre site et j'ai vu qu'il y a quelques années, vous étiez à moins de 100 personnes. J'avais noté 65 à un moment, il doit peut-être y avoir 5-6 autres. Et en même temps, vous installiez des robots. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que vous avez dépassé la centaine de salariés. Ça veut dire que c'est un bon exemple chez vous. C'est que l'automatisation, la clé, c'est la modernisation. Mais bien sûr, vous savez, vous me posez la question et j'ai eu plusieurs fois à y répondre parce que c'est l'exemple type, si vous voulez, d'une affirmation qui n'est pas toujours vraie, Bon, d'une part, il y a à traiter des tâches pénibles, des tâches dangereuses. Donc là, la robotique, tout le monde crie bravo. On est tous d'accord sur le sujet. Et puis après, quand on traite chez nous 2000 mètres carrés par jour, alors je m'en excuse, on parle en mètres carrés. Pourquoi ? Parce que fait du traitement de surface. Et comme les pièges chez nous sont pas lourds, on cause en surface traitée. On calcule pas en surface de pièces, mais en fait, si vous voulez, on a une capacité de traiter grosso modo 270 000 pièces par jour, 270, 300 000 pièces jour. Donc ça fait quand même des pièces. Mais c'est pas un chiffre qu'on enregistre chez nous. C'est les 2000 mètres carrés. Voilà, c'est les 2000 mètres carrés. Et si vous voulez, quand on fait des volumes de ce genre, bien entendu, la robotique nous permet de traiter des séries de la parfumerie qui aujourd'hui sont 15 000, 20 000, 25 000 pièces jour pour un parfum. Donc, si vous voulez, si vous n'avez pas ces équipements-là, alors on peut le faire, hein, mais si vous n'avez pas ces équipements-là, c'est plus difficile. C'est plus compétitif. Et donc voilà, à la compétition, etc., etc. Donc, si vous voulez, le robotique, effectivement, chez Grindorge, n'a pas rimé avec destruction d'emplois. C'est parfaitement clair. Et quand on parlait de compétitivité, justement, on vient d'avoir un débat là, sur le développement durable et puis surtout sur l'industrie circulaire. Comment vous réglez ces problèmes écologiques? Et puis, d'autre part, est-ce qu'on a la France, il n'y a pas un peu trop de règles, soyons clairs? Parce qu'il y a des moments où la compétitivité, vous la retrouvez là-dessus. Il y a des pays peut-être moins regardants. C'est parfaitement exact. Vous soulevez une question et vous apportez même une réponse. D'une part, on est une entreprise dans le traitement de surface électrochimique qui sommes soumises à des règles absolument draconiennes. Il est hors de question qu'on fasse ce qu'on veut. Donc on a des règles qui sont très strictes. On est contrôlé en permanence. Tout le temps. Et si vous voulez, pour entre guillemets avancer dans toutes ces choses-là, Grindorge a fait des programmes d'évolution de la chimie, puisque nous sommes concernés par REACH, nous sommes concernés par tout un tas de réglementations, nous sommes concernés par l'utilisation de certains métaux ou certaines substances chimiques qui vont être ou qui sont interdites. Donc on est sur des programmes de substitution. Et donc Grindorge, à ce niveau-là, fait partie des quelques entreprises en Europe qui sont sur ces programmes de substitution. C'est des gros chantiers, c'est des gros investissements, mais c'est la survie à terme de l'entreprise. Alors effectivement, vous faites bien de le dire, malheureusement, même en Europe, puisque notre échelon c'est l'Europe,
on n'est absolument pas soumis aux mêmes règles. Alors je ne parlerai pas de pays bien plus lointains, où par exemple, sur une interdiction qui va nous frapper dans très peu de temps, qui est l'interdiction d'utiliser de l'acide chromique, les Chinois, l'acide chromique, pour l'instant, alors à terme peut-être, hein, mais pour l'instant on n'en cause pas. Aux États-Unis, on n'en cause pas, etc., etc. Et puis on a, et ça a fait l'objet de maintes discussions, et ça fait l'objet de courriers au ministère. Là, c'est l'ancien président du syndicat qui vous parle. On a un effet en France qui est extraordinaire, qu'on appelle la surréglementation, où il y a une loi européenne qui sort, et puis sur certains exemples, eh bien, on surenchérit, c'est-à-dire qu'on met une couche, c'est-à-dire qu'on dit 2 microgrammes par nanomètre cube de substance dans l'air d'un produit, et ben nous, on dit non, 1. Alors, vous posez la question, pourquoi 1 ? Il n'y a personne qui vous répondra, et les autres pays européens n'ont pas mis 1. Mais on n'est plus dans un régime royaliste, mais on est souvent plus royaliste que le roi. Ça donnerait envie, quelque part, de produire certaines parties. Sauf que dans nos métiers, la proximité est importante. Et si vous voulez, effectivement, c'est clair que si on produit dans certains autres pays d'Europe, sans parler d'aller beaucoup plus loin, les contraintes sont moindres. Le souci, entre guillemets, c'est que nous sommes quand même des industries de sous-traitance, de proximité. Bon, et donc, si vous voulez, nos clients injecteurs sont principalement français, même si on a travaillé pour les États-Unis, parce qu'ils avaient une usine en Pologne, parce que on travaille pour Malte, on travaille pour l'Allemagne, pour certaines spécificités. Mais si vous voulez, le cœur de notre métier est en France, et aussi, il faut bien le dire, parce que sans qu'on en ait parlé beaucoup, les clients finaux ont quand même une forte fibre française, puisque on peut le dire, la parfumerie en France, c'est Cocorico, on est leader au monde. Quand je dis on, c'est pas grain d'orge. Hein. Bon, le secteur de la parfumerie cosmétique est leader au monde en France, donc il y a une certaine, si vous voulez, fidélité dans les fournitures françaises. Du coup, pour vous développer, si vous voulez vous développer, l'export, ça reste minoritaire. C'est minoritaire. Vous allez trouver d'autres marchés, en fait. C'est d'autres marchés. Et donc, si vous voulez, en fait, ce qu'il faut bien savoir, et quand on regarde les chiffres, alors les chiffres, c'est pas ça qui nous nourrit, mais quand on regarde les chiffres, on voit sur le bilan de grain d'orge une relativement faible part à l'export, quelques pourcents. Mais c'est pas ce chiffre-là qu'il faut regarder. C'est derrière notre chiffre global de savoir qu'il y a, c'est ce qui est communément dit dans la profession, il y a 70% des produits qui sortent d'ici qui vont à l'export. 70%. Donc, si vous voulez, l'export, il se fait à travers nos clients. Donc, nous, installer une usine de traitement de surface ailleurs, il y a des gens qui le font dans des métiers bien spécifiques, dans des niches bien spécifiques, dans l'aéronautique, dans les traitements automobiles. Mais dans notre cas, c'est relativement local. Alors avant de faire la visite, parce qu'on attend tous d'aller visiter un petit peu cette belle usine, on entend déjà les bruits depuis tout à l'heure, donc elle nous appelle. Ça tourne. Elle nous appelle. Un peu une question que j'ai posée aux autres intervenants lors des derniers Global Industrie 360, c'était justement qu'est-ce que vous attendez demain, qu'est-ce que vous avez besoin en tant que PME, qu'est-ce qui vous manque? Des compétences, du foncier, du financement, quel est vraiment le frein aujourd'hui pour se développer? Alors, c'est ni le foncier, parce que quand j'ai acheté ici les terrains, grâce à un de mes actionnaires de l'époque, j'ai acheté beaucoup de terrains. J'en voyais pas bien l'utilité, mais mon actionnaire me disait le seul risque que vous prenez, c'est de faire une bonne affaire. Et croyez-moi, il avait entièrement raison. Donc j'ai du foncier. On a une structure financière qui nous permet d'investir. Ce qui nous manque, c'est des compétences, parce que c'est compliqué de trouver des gens dans notre métier. Les écoles de formation sont pas légion en France, il y en a très peu. C'est un petit milieu, donc pas beaucoup d'entrants. Par contre, et ça aussi c'est une chose qu'il faut dire, les entrants, ils ont souvent du boulot, donc on dit toujours c'est dur. Oui, c'est dur. Mais si vous voulez, quand on voit les promotions de gens qui font du traitement de surface à Saint-Chély-d'Apcher, à Besançon, etc., ces gens-là, ils trouvent du boulot dans le métier qu'ils veulent faire.
Par contre, ils sont pas nombreux, donc il y en a pas plein à tous les coins de rue, et donc on a, comme beaucoup d'entreprises comme ça, nous faisons des formations en interne extrêmement importantes, que ça soit de l'ouvrier jusqu'à l'ingénieur cadre, si vous voulez. Ils ont une formation de base, et on va l'adapter à notre métier en mettant les mains dans le cambouis, comme on peut dire. Voilà, la pérennité, voilà. du savoir-faire. Bah, écoutez, je vous remercie. On va aller peut-être faire cette visite. On est pressé, on y va. Je vous remercie. On donne Global Industrie 360 pour cet entretien. Et puis, on va aller mettre les pieds dans le traitement de surface. On va aller voir, je crois, on voit de l'or. J'ai lu, je ne sais plus ce que vous avez comme type de produit, du chrome, du nickel, de l'or brillant, de l'or velours, de l'or rose. L'or rose, aujourd'hui on n'en fait plus, c'est des questions de mode. On a remplacé cet or rose par un or plus pâle qui est en particulier fait pour faire des pièces in fine pour quartier. Alors on y va. Tout commence ici, puisque c'est l'endroit où on fait les études de prix que nos clients nous demandent de faire. C'est-à-dire qu'on reçoit un plan, on reçoit une pièce, le plus souvent un plan. Et donc Véronique, ici présente, fait l'étude du dossier à tout niveau, c'est-à-dire ce qu'il faut faire dessus, comment on va le positionner sur les outillages, combien on va en produire à l'heure, etc., etc. Et donc on va sortir un prix, et c'est à partir de ce devis qu'on va transmettre au client que l'on va être retenu ou pas. Un des grands principes de nos installations, c'est de faire du montage en automatique avec des robots, des petits robots 5 axes qui sont là, 6 axes pardon, qui sont là. Tout ça, ces petits robots-là, avec évidemment un logiciel, on a passé une commande globale. Hein, le principe est le suivant, c'est que, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que on regarde, il y a des caméras qui regardent les pinces, les outillages. Les pinces, les outillages, c'est ça. Et on va donc regarder les pinces, on va déterminer si elles sont dans le volume, on est en 3D, on va déterminer si elles sont dans le volume qui est adapté. Ensuite, on va regarder s'il y a une pièce à prendre, là c'est un capot Chanel pour tout vous dire. Et ensuite, on va prendre la pièce et on va la monter sur l'outillage. Alors on atteint des cadences qui sont évidemment très importantes et on a pas mal au bras pour faire l'opération, parce que c'est un des grands problèmes de notre activité. Là, ça veut dire que vous travaillez en série sur un type de modèle? Oui. Vous allez faire un modèle pendant le Chanel, là vous allez le faire pendant une journée, 2 jours? Non, si par exemple il y a 5000 pièces à faire par jour, on va demander au robot de faire ces 5000 pièces et là on va voir une barre qui va arriver, vous allez voir. Et en fait, si c'est la dernière barre de Chanel, on va changer la tête de posage du robot. On vient poser la tête dans le magasin, tout se fait automatiquement. Hein. Et on vient chercher une autre tête, puisque chaque pièce a sa tête pour être mise sur l'outillage, puisque chaque outillage est spécifique. Donc on fait un changement d'outil, comme on dit, en 2 minutes 30. Donc c'est extrêmement rapide. Et vous passez combien de pièces différentes là-dessus? On en passe, on est capable de passer des dizaines et des dizaines de pièces différentes. Le tout, c'est de construire les outillages. Et évidemment, on construit les outillages quand il y a des séries importantes et qu'on peut donc les rentabiliser. Donc, vous voyez, vu sur une autre vue, on va avoir un changement d'outillage dans très peu de temps. On va faire ce petit poussoir qui lui aussi a été mis sur nos machines qu'on appelle les machines de dévraquage. Donc, c'est la machine que je vous ai montrée là-bas. Il y en a une ici. Celle-ci, elle est dédiée à l'unité qui est là-bas, alors que celle-ci, elle n'était pas dédiée à l'unité qui est là. Parce que Paris, c'est pas fait en un jour. On a d'abord investi cette machine-là, qui est récente. Hein. Ensuite, on a investi celle-là pour les pièces en vrac. Puis quand on a refait un investissement conséquent en 2018, on a réacheté, si vous voulez, un ensemble complètement packagé. Et là, c'est les pièces qui vous arrivent Alors là, c'est les pièces de votre fournisseur? Absolument. Notre client nous a envoyé ces pièces-là en vrac. On les a mis sur un plateau qui est à nous. Et donc, on va alimenter les machines de pose avec ces pièces-là. Donc voilà, vous allez avoir les robots vont venir poser la tête, on va l'appeler la tête Chanel, d'accord? Ils vont venir la poser prendre de nouvelles. Et prendre la tête du poussoir
et un poussoir pour Bulgarie. In fine pour Bulgarie. R1 et celui d'en face. Ensuite, pareil, pour pas qu'il y ait de collision. Donc, comme je vous le disais, hein, on a trois possibilités, donc 3 rangements. Et donc, quand on fait un changement de série, les têtes sont dans la machine. Hein. Là, l'opération qu'on a faite là, elle est... Donc là, vous avez la barre d'outillage nouveau modèle, si je puis dire. Et vous allez avoir les pièces qui vont arriver. Je vous ai dit une bêtise, la pièce qu'on va monter là, c'est une tête du parfum Invictus de chez Paco Rabanne. Quand on est en fonctionnement normal, entre la pièce qui était avant et celle-ci, il y a à peu près 2 minutes 30, tout compris. Voilà, c'est parti. Alors, ce qui est également intéressant de noter, c'est que ces robots 6 axes, ce sont des robots qui fonctionnent par apprentissage. C'est-à-dire que c'est nous qui avons créé le mouvement que la dame fait quand elle les monte à la main. Ça veut dire que là, quand il y a une nouvelle pièce, vous avez des gens chez vous spécialisés qui font le programme. Exactement. On est toujours partiellement aidé par Siléane, mais de moins en moins on l'est, parce que le but de la manœuvre, c'est qu'on soit complètement autonome pour toutes les opérations. Et il y a des gens chez nous qui sont allés faire des stages chez Fanuc, qui sont allés faire des stages chez Siléane, et qui savent donc manipuler ce genre de programme. Alors, certains clients nous livrent des pièces en vrac. Ça, c'est un cache-écrou en plastique, une des rares pièces que l'on traite pour quelqu'un qui travaille pour l'automobile, puisque c'est un cache-écrou. Donc, ces pièces-là arrivent en vrac. On va, pareil, avec des caméras 3D, venir les positionner sur un chargeur. Le chargeur, on va le retourner en un coup sur le plateau. Nos plateaux, c'est pas un plateau client, alors que là-bas c'était des plateaux clients. Et donc là, on va le retourner et on va constituer des plateaux qui ensuite vont aller alimenter les machines de pose qui sont là-bas de la même manière. Vous en doutez bien, quand on pose de 300 000 pièces par jour, il faut qu'il y ait de l'alimentation. Donc on a par exemple un robot de transport qui est entièrement automatisé, il est guidé par un laser lui aussi, et donc il vient déplacer, il amène les palettes quand on va traiter les pièces, et également il vient poser les palettes d'un autre endroit que je vais vous montrer tout à l'heure. Quand on ne monte pas les pièces avec des robots, on les monte à la main, par exemple ici sur une barre, donc il y a des personnes, avec des ascenseurs pour que les gestes et postures soient les plus agréables entre guillemets possibles. Donc là, les dames sont en train de monter les pièces du bas. Quand elles ont monté les pièces du haut, il y a un ascenseur qui a descendu. Il y a une dame qui a la commande sur l'ascenseur. Tous ces postes-là sont des postes de montage manuel. Une fois que les barres sont montées, elles vont partir tout au bout. Elles vont être prises par le robot du bout et elles vont faire tout le circuit de traitement des pièces. Et quand elles vont avoir fini le circuit de traitement, elles vont revenir par le transfert numéro 5, où là, la robotique va reprendre, voilà un chariot, entre guillemets, qui arrive pour prendre les 2 charges à traiter. Il arrive là, vous voyez, là, sur le 8. Le 5, lui, il attend les pièces traitées. On aura l'occasion d'en voir. Ils vont revenir ici. Les pièces traitées vont faire toute une boucle, vont revenir ici. Et ensuite vont aller au poste. Ça, c'était une volonté de notre part, de ne surtout pas interrompre le process. On a une parfaite continuité, il n'y a aucun arrêt. Donc si vous voulez que les barres d'outillage partent pour être montées en automatique ou qu'elles aient été montées pour faire du montage manuel, il n'y a aucune interruption, il y a le même chemin. Donc ça, c'est un bâtiment qui est rentré en fonction en 2018, qui est tout récent, qui est le stockage des pièces brutes, en sachant que le stockage des pièces traitées chez nous, c'est très rapide, puisque elles ne sont pas arrivées qu'il faudrait qu'elles soient déjà reparties. Tiens, voilà mon chariot qui revient tout seul. Il va venir apporter au bout du contrôle là-bas les alvéoles dont on va avoir besoin pour récupérer les pièces du client. On va les remettre sur ces alvéoles pour pouvoir les expédier. On est à l'arrivée et on va aller entre-temps voir toute la ligne de production. Mais voilà des produits qui sortent. Ceux-ci sont dorés. Donc dorés, quand on dit ils sont dorés, ça veut dire qu'ils ont eu toujours un sandwich de métaux. Pour faire simple, après avoir rendu conducteur le plastique,
on va faire, par un nickel chimique, on va faire un dépôt d'un premier cuivre, puis d'un deuxième cuivre, puis d'un nickel, puis de la dorure en ce qui concerne cette pièce-là. Les dames qui sont là démontent les pièces, les contrôlent unitairement et les positionnent sur les plateaux de notre client. Ça va partir en zone de pré-expédition là-bas. Il va y avoir un contrôle final qui va être fait dans un local qui est là-bas, suivant l'étape de prélèvement du client. Et puis on va expédier la marchandise. Quand les pièces ont été traitées, bien entendu, il y a du métal sur les pièces, c'était le but de la manœuvre, mais il y a également du métal sur les outillages, sur les pinces d'outillage. Donc, technologiquement parlant, nous allons renvoyer automatiquement dans le cycle les outillages, c'est ce qui est en train de se faire là. Les outillages vont repartir. Ils ont du métal sur les bouts des pinces. Ils vont repartir de l'autre côté pour être nettoyés de façon à ce qu'on raccroche des pièces sur les outillages propres. Systématiquement dans le cycle, c'est nettoyé. Donc les outillages, une fois qu'ils ont été nettoyés de l'autre côté, on va aller le voir, ils reviennent ici sur ce transfert qui est là. Ils reviennent ici. Et la robotique là, qui est au-dessus va venir chercher ces outillages propres pour soit les mettre dans la zone de montage manuel, soit les envoyer sur les deux machines de montage automatique. Et ça tourne 24 heures sur 24 quand on tourne 24 heures sur 24. Ça veut dire que vous avez une gestion même des cadres en fait automatique? Impérative. Donc les pièces ont été montées en automatique ou en manuel, elles arrivent toutes ici et elles vont être engagées dans la ligne. Cette première ligne est une ligne de stockage. Voilà, des coiffes Invictus qui vont être stockées. Et puis ensuite, elles vont aller automatiquement sur la ligne numéro 2. Toute cette ligne-là, c'est la ligne qu'on appelle de préparation chimique, c'est-à-dire, dans notre jargon, qui consiste à faire des microporosités à l'intérieur des plastiques, en attaquant soit le butadiène, soit la charge minérale qui est sur le polypropylène. C'est pour ça qu'on ne traite pas tous les matériaux plastiques. Ça a été développé pour certains matériaux. On va faire des microporosités. On va venir accrocher dans les microporosités un colloïde d'étain et de palladium. On va stripper l'étain. On va laisser des sites actifs de palladium. Et sur ces sites de palladium, on va déposer électrochimiquement, là, on a besoin de courant électrique, le premier cuivre. Et après, on va continuer par un transfert, on va faire le tour sur la ligne numéro 3. Mais alors quand on voit les pièces tout à l'heure qui sont différentes, il y en a une qui est chromée argent, une autre qui est dorée, le processus il est le même au départ? Tout à fait. Je ne veux pas vous noyer de détails, mais on va dire presque pareil. Les pièces arrivent de cette ligne ici, rappelez-vous la ligne de préparation chimique, et ensuite on va venir déposer du cuivre à épaisseur par des systèmes d'électrochimie. La pièce est mise à la cathode, et par l'électrolyte qui est là, et par le courant électrique qu'on fait passer entre l'anode et la cathode, on va venir faire perdre un électron au cuivre, métal, c'est du cuivre pur, on va lui faire perdre un électron, il va donc être soluble dans le bain, et il va venir à la cathode récupérer son électron de façon à redevenir cuivre métal. C'est le principe même de l'électrochimie et de l'oxydation-réduction. À part la ligne chimique dont je vous ai parlé en début, ici, tous les procédés sont électrochimiques. On fait aussi bien du nickel brillant que du nickel velours. Donc, sur le train de cuivre qui est là, quand elles sortent du cuivre, elles peuvent aller dans le nickel brillant ou elles peuvent aller dans le nickel velours. Ça dépend de la demande du client. Et ensuite, sur ce nickel, on va déposer du chrome. On a deux technologies pour déposer du chrome chez Grain d'Orge. Un avec du chrome hexavalent, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est un procédé qui va disparaître rapidement. Donc on est déjà équipé pour déposer avec du chrome trivalent, c'est-à-dire qu'on transforme l'espèce trivalente en chrome métal, parce que le chrome trivalent n'est pas dans la classification REACH, il n'est pas classé. Alors que le chrome 6, donc l'hexavalent, est bien sûr classé CMR. Tout est automatisé, il y a de la surveillance, on surveille le process en permanence. Dans le principe, quand on lance une barre au montage,
elle termine sa vie. Alors quelque chose qui fait souvent très peur, mais vous voyez quand même que d'abord c'est maîtrisé, c'est sur des rétentions, etc. Mais les produits chimiques chez Grain d'Orge, ils sont là. Et ils ne sont pas mélangés avec les pièces clients. Là-bas, c'est les clients. Ici, c'est les fournisseurs. La chimie. Des carrés de cuivre qu'on remet dans les paniers pour alimenter, puisqu'on le met sur les pièces, il faut bien qu'ils viennent de quelque part. Donc voilà des carrés de cuivre qu'on recharge. Je vous propose d'aller faire un tour dans un lieu qui, s'il n'était pas là, interdirait le fonctionnement de Grain d'Orge. Il est impensable de faire du traitement de surface sans avoir une station d'épuration des eaux. Donc en sous-sol, nous stockons par gravité l'ensemble des bains qui sont traités, l'ensemble des eaux de rinçage. Tout arrive ici. Elles subissent un traitement physico-chimique, donc elles sont séparées. On a des réacteurs adaptés à chaque polluant. Ensuite, on va faire une décantation dans le décanteur qui est là devant vous. Ensuite, on va faire une boue dans le bac que vous voyez là qui bouillonne, qui est bleu. Et cette boue, par la pompe à boue, on va l'envoyer au filtre. Et le filtre va faire des galettes de boue qui vont constituer le déchet ultime qui sort de chez nous. Voilà les galettes de boue. Voilà le déchet ultime de chez Grain d'Orge. Aujourd'hui, elles vont dans des décharges de catégorie 1, c'est-à-dire qu'elles coûtent très cher à éliminer. Il y a déjà des gens, dans notre métier, qui recyclent ces boues. Là où est l'ambiguïté absolument extraordinaire, c'est que plus vous traitez proprement, et moins vous avez de polluants à la sortie, c'est-à-dire moins vos boues sont chargées en hydroxyde métallique. Les boues, elles sont chargées en hydroxyde de cuivre, en hydroxyde de nickel, à 90%. Si vous traitez extrêmement finement, vous avez des teneurs en métaux qui sont faibles et qui n'intéressent pas les recycleurs. J'ai un collègue qui traite beaucoup moins bien que moi, l'eau, toutes ces eaux. Il a des boues qui sont beaucoup plus chargées en cuivre et en nickel. Elles sont recyclées. Donc si vous voulez, c'est complètement paradoxal, mais il ne faut jamais avoir en dehors de l'esprit que le recyclage, c'est aussi et d'abord une question de coût. C'est-à-dire que si, par exemple, l'or, c'est de l'or, pur, 99,9%. Il n'y a pas un ppm d'or qui sort de chez Grain d'Orge. Pourquoi? Parce que les machines pour récupérer l'or, elles sont amorties très très rapidement compte tenu du cours de l'or à 50 000 € du kilo. Donc si vous voulez, le coût pour traiter l'or existe, et vous récupérez 50 000 € du kilo. Dans ce local ici qu'on appelle le laboratoire a deux fonctions. Une première fonction, c'est de faire les analyses des bains. Certains bains sont faits tous les jours, d'autres toutes les semaines. Très clairement, les analyses qu'on fait ici sur les bains, c'est de l'analyse de surveillance de processus. C'est-à-dire qu'on regarde si on est dans les limites de surveillance. On prélève le matin, il y a quelqu'un qui fait le tour avec un panier, entre guillemets, qui prélève les petits flacons et qui vient faire les analyses qu'il doit faire. La deuxième fonction du laboratoire, qui est également fondamentale, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, sans cette fonction-là, Grain d'Orge n'existerait pas, c'est l'analyse de notre rejet. Tous les jours, nous vérifions par absorption atomique, l'appareil qui est là, donc tous les jours, cet appareil-là, il marche tous les jours, pour faire une analyse des métaux que contiennent pour Lyon, puisque c'est la base de notre arrêté d'exploitation. Serge Brigaud, merci en tout cas pour cette visite. C'était un plaisir.